rendez-vous de l'information sur Eden TV. Madame, Messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. Au sommaire de ce journal, la relance de la boucle ferroviaire Bénin-Niger. Les chefs d'État béninois et nigériens ont rassuré l'opérateur économique Samuel Dossou Aoré, PDG du groupe Petroline, à l'issue d'une séance de travail en marge du 30e sommet de l'Union africaine. Le point dans ce journal. La commission de relecture du statut des greffiers et officiers de justice a remis son rapport au garde des Sceaux ce mardi. Vous en saurez davantage avec Fréjus Serlan dans cette édition. Et puis sur le continent, l'Union africaine a annoncé ce lundi la création d'un marché unique et libéralisé pour le transport aérien, incluant pour l'heure 23 pays du continent dans le but d'améliorer la compétitivité entre compagnies aériennes. Les précisions en page internationale de cette édition. Voilà pour le sommaire, le développement c'est maintenant. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Bientôt, la relance du projet ferroviaire Cotonou-Niamey-Dosso. Les chefs d'État béninois et nigériens ont offert des garanties à l'opérateur économique Samuel Dossou Aoré qu'ils ont reçu dimanche en marge du 30e sommet de l'Union africaine. Suivez les précisions dans cet élément. Le Bénin et le Niger disposés à relancer le projet de construction et de réhabilitation de la voie ferroviaire Cotonou-Parakou-Dosso-Niamey avec Samuel Dossou Aoré. L'opérateur économique béninois, reçu par les chefs d'État des deux pays, Patrice Talon et Mamadou Issifou dimanche, en marge du 30e sommet de l'Union africaine, a obtenu des garanties à ce propos. Nous avons parlé du chemin de fer. Nous avons reçu ensemble M. Dossou pour aplanir les différends et montrer à nos concitoyens béninois que le Bénin et le Niger, le président du Bénin et le président du Niger n'ont rien contre les opérateurs africains. Bien au contraire, a déclaré Patrice Talon, rapporte le site d'information Niamey et les 2 jours. Cette rencontre entre les deux présidents et l'opérateur béninois qui a remporté le bras de fer judiciaire contre le groupe Bolloré poursuit la source, démontre d'une volonté de relancer le projet. La commission de relecture du statut des greffiers et officiers de justice présidée par Éric Moncho Agbassa a transmis son rapport au ministre de la Justice, Joseph Diogbenou. La cérémonie s'est déroulée ce mardi à Cotonou. Le point avec Fréjus Serlan et Fiacre Voiton. Installée le 20 novembre 2017, cette commission avait 1 mois pour accomplir sa mission. Mais à l'œuvre, on s'est rendu compte que la relecture devait déboucher non sur des amendements, mais à la réécriture. Ce qui nous a pris, in fine, 2 mois. C'est le temps qu'il aura donc fallu à la commission chargée de la relecture de la loi portant au statut des corps des greffiers et officiers de justice pour faire son travail. Ce mardi 30 janvier 2018, son président, Éric Moncho Agbassa, a transmis le rapport au ministre de la Justice, Joseph Diogbenou. Ces résultats, qui se présentent en 3 colonnes, sont assortis de quelques recommandations brièvement évoquées ici par le rapporteur Dominique Couton. La commission recommande la création de 2 corps autonomes de greffiers. Le premier corps autonome de greffiers pourrait recevoir d'une part le seul greffier agent contractuel de l'État, encore en activité avant la promulgation de la présente loi, et d'autre part les greffiers en activité qui n'ont pas pu satisfaire aux exigences de la formation professionnelle et qui sont à la catégorie B à la lecture de la promulgation de la présente loi, à la date bien sûr de la promulgation de la présente loi. Le second corps autonome de greffiers pourrait être réservé aux greffiers titulaires du diplôme d'aptitude à l'emploi de greffier et qui sont à moins de 5 ans de leur retraite, de leur date d'admission à la retraite, à la promulgation de cette loi. Ces greffiers de ce corps, de ce dernier corps, pourraient être reclassés dans la catégorie A, échelle 1, à indice ou indice immédiatement supérieur.
Quant au garde des Sceaux, il a assuré avoir entendu les différents griefs portés contre le rapport par certains responsables syndicaux absents de la commission. Il a rappelé que la commission était un outil technique du gouvernement et a rassuré que ce rapport n'était pas définitif. Nous allons transmettre le présent rapport officiellement à tous les syndicats intéressés en vue de recueillir les observations de ces syndicats. La commission voudra bien prendre en compte ces observations pour nous transmettre le rapport définitif. À partir de la transmission du rapport définitif, le travail législatif, le processus législatif sera mis en route. Nous allons choisir la voie la plus pertinente de ce point de vue pour faire en sorte que les objectifs que je viens d'indiquer soient rapidement atteints. Les fenêtres de la réflexion sont ouvertes. Une réflexion qui vise à améliorer les conditions de vie des travailleurs de la maison justice avec un impact immédiat, l'amélioration des services rendus aux citoyens. Toujours au ministère de la Justice, 3 syndicats dont le Sintra-JICRI ne suivent pas le mouvement de débrayage actuellement en cours dans le secteur judiciaire. Une situation qui explique une timide reprise du travail au tribunal de première instance de Cotonou. Suivez ici un extrait des propos du secrétaire général du Sintra-JICRI. Il est au micro de Fréjus Seroulan. Premièrement, c'est pour combattre la manipulation et l'exploitation du personnel administratif et technique qui a tout le temps servi les intérêts et les causes des autres catégories de personnel, notamment des greffiers et des judiciaires. Vous n'êtes pas sans savoir que dans cette maison, les combats ont tout le temps été menés ensemble. Mais lorsqu'il s'agit des avantages, les camarades des autres syndicats nous opposent le fait que nous ne sommes pas dans le champ d'application de leur statut particulier. Par rapport à la plateforme objet de motion de grève qui est actuellement en cours, notre collectif n'a aucun point inscrit. Le seul point que nous y avions inscrit en octobre a été combattu. Pour preuve, ce point a été relégué au dernier rang lors des négociations avec le chef de l'État en octobre. En guise de leçon, nous nous sommes dit, si nous n'avons pas de point à inscrire dans une plateforme, nous n'irions plus en grève. Voilà la deuxième raison. La troisième raison qui justifie notre position, c'est que le dialogue social n'est pas en panne au niveau de notre secteur. Nous avons la chance d'avoir une autorité qui est à l'écoute des partenaires sociaux que nous sommes. La quatrième raison qui motive notre position, c'est que nous avons estimé que les voies de recours n'ont pas été exercées. La preuve, c'est en privilégiant le dialogue que nous autres, administratifs communs et personnels techniques du ministère, notre revendication phare, qui est de doter cette catégorie de personnel d'un cadre juridique d'emploi, c'est en privilégiant le dialogue que cette revendication est en train de trouver satisfaction. Faisons à présent une incursion au parc Pendjari, au nord du Bénin, où longtemps victimes du braconnage et de la chasse, les animaux de ce parc national retrouvent petit à petit la sécurité. Une soixantaine de rangers fraîchement formés veillent nuit et jour sur eux. Le parc national de Pendjari reprend à leur vie. C'est un reportage de l'agence France Presse. Armés de Kalachnikov, les rangers du parc de la Pendjari sont sur le qui-vive. Formés par des anciens militaires, leur mission est de protéger le parc et de lutter contre le braconnage. Seuls les plus motivés ont été sélectionnés après 2 mois d'entraînement. Conserver et sauvegarder et gérer les réserves du parc. Donc au-delà de ça, ils nous ont aussi appris à adapter certaines procédures pour arrêter les braconniers. Mal protégés par les précédentes directions du parc,
Les buffles, les hippopotames et les antilopes sont chassés pour leur viande. Les braconniers tuent aussi les éléphants pour leur ivoire. Pour aider les rangers, ce vétérinaire d'Afrique du Sud est venu poser des colliers GPS sur certains éléphants. Cette matriarche est anesthésiée pendant une quinzaine de minutes. Nous l'avons immobilisée pour lui mettre un collier GPS afin d'avoir une meilleure idée de ses mouvements au sein du parc. C'est évidemment aussi pour plus de sécurité. Ils braconnent les éléphants et nous voulons savoir où ils sont pour assurer et maintenir la sécurité. Près de 1700 éléphants vadrouillent dans le parc. C'est la densité de pachyderme la plus élevée d'Afrique de l'Ouest. Particulièrement menacée pour le commerce de son ivoire, la protection de l'éléphant est désormais au cœur de la politique de la direction du parc. La préservation des éléphants au niveau de la Pendjari et du Wab est très certainement un atout pour l'ensemble des aires protégées de l'Afrique de l'Ouest, puisqu'elles pourront éventuellement être repeuplées dans le futur avec des éléphants qu'on aura préservés ici. Le parc de la Pendjari souhaite doubler sa population d'animaux d'ici 10 ans. Outre le rhinocéros, le chien sauvage d'Afrique devrait aussi être réintroduit. L'aventure ne fait que commencer pour les nouveaux rangers. Du parc national de la Pendjari, retournons à Porto-Novo, la capitale du Bénin. Installée à l'entrée de la ville, la place Bayol est désormais transformée en dépotoir sauvage. Ainsi, les ménages environnants viennent y jeter des ordures de toutes sortes, rendant ainsi l'endroit désagréable à vivre pour ses visiteurs. C'est un constat de Aristide Setti et Damien Pedro. Sachets usés, plats jetables, feuilles mortes mélangées et des déchets ménagers, le tout arrosé par des eaux usées, sont les ordures qui polluent depuis un bon moment l'environnement de la place Jean Bayol de la ville capitale. Située entre la Maison internationale de la culture et la cathédrale de Porto-Novo, cet espace public considéré comme un bon cadre de repos végète aujourd'hui dans une insalubrité très avancée. Les visiteurs s'en désolent. Les gazons, normalement du gazon, non, ça doit avoir une couleur verte, si c'est bien entretenu. Ça doit avoir une couleur verte. Donc ça, je ne peux pas appeler gazon. On dirait les herbes d'un village. Là, le plat c'est sale. Bon, nous, ce que moi je vais dire là, on doit inviter notre maire de venir voir comment le plat c'est sale. À quelques mètres dans ce jardin se retrouve la statue du roi Tofa, père fondateur de Porto-Novo. Mais cela n'inquiète en aucun cas ces enfants qui déposent leurs excréments pour changer l'atmosphère de la place Bayol. On y retrouve également des trous semblables à des puits à ciel ouvert, ce que déplore Étienne Jalias. Ça là, vraiment, heureusement que vous avez vu avec moi. Le jour là, comme moi j'ai vu premièrement là, ça m'a trop étonné. J'ai failli tomber dedans. Je passais par là, je ne savais pas qu'il avait un trou comme ça. Je croyais que c'était le caniveau où c'est un peu de trou, un trou d'un mètre à peine. Quand je regardais dedans, c'était très 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 profond. Moi j'ai demandé si est-ce que les autorités de la ville ont vu ça. Parce que bon, regardez ce qu'ils ont mis là. Ça là maintenant c'est pas un homme vigueur qui a mis ça là. C'est des barrières utilisées par les autorités. Donc c'est ce qui veut dire qu'ils ont vu. S'ils ont amené cette barrière-là, ça veut dire qu'ils ont vu. Rencontré sur la place Bayol, Félix Tofa, conseiller local de Porto-Novo, s'indigne de la situation. Moi, j'ai parlé plusieurs fois ici que la place, même si on veut construire quelque chose ici, il faut essayer d'arranger ça. C'est le cœur de Porto-Novo. Quelqu'un qui quitte, les étrangers qui quittent à Cotonou, à Porto-Novo, il va passer à la place, dans la place, mais ils vont trouver la terre. Ça, c'est pas bon. Face à cet état de choses, les visiteurs de la place publique Bayol de la Villa Trois-Noms proposent des portes de sortie. Si c'est un oubli, on les rappelle qu'ils viennent faire ça. Ce n'est pas le jour où un enfant va tomber dedans qu'ils vont courir pour venir. Nous sommes là, c'est nous qui sommes ici, qui disent aux enfants là, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Si le maire veut qu'on travaille avec lui, il n'a qu'à nous appeler. Félix est là avec son équipe. L'association La Couronne Divine est là. Nous sommes là, on fait la réunion ici toujours.
Là, nous, on peut cotiser pour acheter les paris. Là, on va mettre ça quelque part pour leur dire, quand quelqu'un prend de Pure Water là, ils n'ont qu'à aller jeter les sachets dans le pari. Il est donc impérieux que les autorités à divers niveaux sensibilisent les populations sur la propriété de cette place publique et des autres endroits de Porto-Novo pour ne pas donner raison à l'artiste béninois Baba Djedje WP. Un reportage de la rédaction de Eden TV. L'Union africaine sur le continent à présent a annoncé ce lundi la création d'un marché unique et libéralisé pour le transport aérien, incluant pour l'heure 23 pays du continent, dans le but d'améliorer la compétitivité entre compagnies aériennes et à terme le transport entre pays africains. Lors d'une cérémonie au siège de l'Union africaine dans la capitale Addis Abeba, une stèle célébrant l'établissement de ce marché unique SAATM a été inaugurée, notamment en présence du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et du président de l'Union africaine, le chef d'État rwandais Paul Kagame. Les autorités africaines espèrent qu'une plus grande compétitivité permettra d'augmenter le nombre de connexions aériennes directes entre pays africains et de faire baisser leurs prix. Suivons ici un extrait des propos du président de l'Union africaine, Paul Kagame. Merci, monsieur. Merci, monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, pour le travail que la Commission a accompli dans ce domaine, afin de pouvoir créer un marché unique du transport aérien, ce qui est très important pour le développement global de notre continent. Je suis heureux de pouvoir m'associer au progrès que nous avons déjà accompli pour que nous puissions aller aussi vite que possible vers la pleine réalisation de ce projet. Notons que le président rwandais et président de l'Union africaine, Paul Kagame, a clôturé ce lundi le 30e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Dans son discours, il a mentionné le projet de créer une zone continentale de libre-échange en Afrique. Suivons ici ses propos au micro de nos confrères de l'agence France Presse. La conservation de l'environnement nous permettra de tirer le meilleur des atouts de notre continent, de contribuer à une meilleure gestion de nos secteurs de l'agriculture et du tourisme et de soutenir les efforts visant à atténuer le changement climatique. Comme annoncé hier, nous sommes en train de créer une zone continentale de libre-échange. Nous attendons avec impatience de vous accueillir tous au sommet sur cette question à Kigali, la 3e semaine de mars. Des partisans du dirigeant de l'opposition, Kenyan Raila Odinga, se sont rassemblés ce mardi à Nairobi pour une cérémonie d'investiture 3 mois après l'élection présidentielle où il affirme que la victoire lui a été volée. L'annonce de la cérémonie d'investiture du président alternatif avait fait craindre des violences, la police ayant averti qu'elle l'empêcherait. Mais les forces de l'ordre gardaient leur distance alors que des centaines d'opposants étaient réunis dans le parc Uhuru de Nairobi. Ce mardi matin, des policiers patrouillaient à cheval à distance du rassemblement et selon des sources policières, les autorités ont décidé d'éviter une confrontation. Depuis son boycottage de l'élection d'octobre, la NASA a eu pour stratégie de contester la légitimité du président Kenyatta en cherchant à créer des structures de gouvernement parallèles. Des assemblées du peuple se sont réunies dans certains comtés et l'investiture de M. Odinga comme président du peuple doit marquer l'apogée du processus. Suivons les partisans de Odinga. C'est Raila que les Kenyans ont élu par plus de 8 millions de votes. Celui
qui nous dirige est ce que nous appelons un mauvais produit et nous ne le reconnaissons pas. C'est un gouvernement populaire en fait. Le pouvoir est conféré au peuple. Tout le monde, l'armée, la police, le clergé, tous les gens, la communauté des affaires, ils sont tous invités à participer au serment du président et nous allons tous passer à Canaan. Même si c'est à Tononoko, à Mombasa, nous pouvons y aller. Nous sommes prêts à tout. Restons au Kenya où, en dehors des grincements des dents, Octopizzo, le rappeur kényan, donne du sourire au peuple. Octopizzo est devenu le rappeur le plus populaire d'Afrique de l'Est alors que rien ne prédestinait ce jeune Kényan qui a grandi à Kibera, le plus grand bidonville du Kenya, à devenir une star. Suivez ce reportage. Henry Oenga a grandi ici, à Kibera. Orphelin à 15 ans, il a d'abord fréquenté les gangs du bidonville avant de devenir la star du rap au Kenya. Aujourd'hui, il se fait appeler Octopizzo, Octo comme le chiffre 8, en hommage à la seule ligne de bus qui ose s'aventurer dans ce quartier. Son envie de chanter est venue après les violences post-électorales en 2007. Il écrit alors son premier titre, Voices of Kibera, les voix de Kibera. Je veux être le visage de la possibilité, parce que quand on grandit ici, on nous dit qu'on ne deviendra jamais rien. Votre prof à l'école vous le dit, votre père à la maison, et au bout d'un moment, vous y croyez, et vous commencez à vous dire « je ne deviendrai jamais rien de toute façon ». Très rapidement, ses chansons rencontrent un grand succès auprès des Kenyans. Ses titres passent à la radio. Il décroche des contrats de publicité avec de grandes marques telles que Safaricom et Coca-Cola. Mais il garde les pieds sur terre. Il fréquente toujours les mêmes amis de Kibera, même s'il n'y vit plus. Et ses textes racontent la vie quotidienne dans le bidonville. Je pense que si j'étais pas né ici, je ne serais probablement jamais devenu rappeur. Je serais quelqu'un d'autre. Je n'aurais pas la même motivation. Sa carrière musicale est montrée en exemple à Kibera. Daniel Owino a 22 ans, il travaille comme mototaxi. Grand fan d'Octopizzo, il s'est lui aussi lancé dans le hip-hop. Quand j'ai vu ce jeune qui maintenant mène la grande vie, je me suis dit que moi aussi je réussirais un jour. Parce que nous vivions avec Octopizzo juste ici, dans le bidonville. Grâce au conseil de son idole, Daniel a déjà enregistré 13 titres et a même été couronné Mister Kibera. Octopizzo, lui, travaille sur son prochain album. On souhaite donc plus de succès à Octopizzo et c'est sur cette note culturelle que nous mettons un terme à cette édition que vous avez eu certainement du plaisir à suivre. Bonne suite de nos programmes sur Eden TV et à très bientôt.